j'ai commencé cette recherche, je m'attendais à étudier des sculptures européennes du XIXe siècle, des figures néoclassiques, des représentations académiques, des traces de ciseaux, des compositions évidentes. Mais lorsque j'ai examiné de près ces statues pour la première fois, quelque chose a immédiatement brisé cette attente. Aucune trace d'outils, nulle part. Des surfaces d'une douceur impossible. Des drapés de tissu avec des détails au niveau moléculaire qui défient toute sculpture mécanique. Une étude photographique de 1867 provenant de Vienne montrait des textures de surface identiques chez des sculpteurs séparés par des décennies et des nations. Des artisans pré-industriels produisant prétendument des surfaces de pierre plus lisses que le marbre moderne poli au diamant. Une cohérence structurelle interne suggérant la coulée ou le moulage plutôt que la soustraction. Cette illusion s'est effondrée au moment où j'ai touché la première statue. La surface n'était pas seulement lisse, elle était chaude, presque respirante. Ces statues n'ont pas été sculptées dans la pierre, elles ont été coulées dedans, ou peut-être cultivées. J'ai commencé par cataloguer ce qui était censé être des chefs-d'œuvre sculpturaux à travers les capitales européennes. Paris, Vienne, Prague. Je m'attendais à trouver une documentation claire, des maîtres sculpteurs, des lignées d'apprentissage, des registres d'ateliers, des preuves de développement progressif. Mais ce que j'ai trouvé était l'absence totale de cette documentation. Les photographies d'archives des années 1840 aux années 1870 montrent des centaines de statues achevées apparaissant simultanément dans plusieurs villes. Aucune photographie de construction, aucune documentation d'atelier, aucun enregistrement de complétion progressive. C'est comme si elles étaient simplement apparues, toutes en même temps, complètement formées. Quand j'ai examiné ces statues de plus près, quelque chose clochait immédiatement. Le marbre et le calcaire ne montraient aucune trace de ciseaux sous agrandissement. Une densité parfaitement uniforme partout. Aucune poche d'air, aucune fracture interne typique de la pierre taillée. Et les finitions de surface nécessitaient une technologie de polissage rotative moderne qui n'existait tout simplement pas à l'époque. J'ai cherché les registres d'apprentissage des sculpteurs avant 1850. Rien. Des inventaires d'ateliers listant des outils qui ne pouvaient pas produire les résultats observés. Et puis quelque chose d'encore plus étrange, la retraite soudaine de maîtres sculpteurs dont les noms apparaissent sur des œuvres séparées par des milliers de kilomètres en l'espace de quelques mois. La concentration géographique de cette innovation sculpturale correspondait exactement au territoire marqué Tartarie sur les cartes d'avant 1850. Des signatures stylistiques identiques à travers des mouvements nationaux supposément indépendants. Des proportions géométriques partagées suggérant un système de modèles unique. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé les photographies de 1843. Des jardins de statues entiers déjà debout, là où la construction n'était censée commencer que 10 ans plus tard. J'ai décidé d'examiner la composition de la pierre elle-même. Je m'attendais à trouver du marbre naturel, du calcaire, du granit. Mais ce que j'ai découvert a tout changé. Ces statues ne sont pas de la pierre taillée. Ce sont du béton géopolymère coulé dans des moules. Des photographies d'analyse en coupe transversale provenant de statues endommagées, bombardement de la Seconde Guerre mondiale, accident de musée, révèlent des lignes de coulée stratifiées, des motifs de sédimentation d'agrégats, des armatures métalliques intégrées que les sculpteurs modernes prétendent être des réparations ultérieures. Mais ces armatures sont au cœur de la pierre. Elles ne peuvent pas avoir été ajoutées après. Les surfaces de pierre présentent des motifs de réorganisation cristalline cohérents avec un durcissement chimique plutôt qu'une formation géologique. Une orientation de grains uniforme à travers des figures entières. La présence de bulles d'air microscopiques alignées dans des motifs cohérents avec la gravité, preuve d'une coulée liquide. Alors j'ai cherché les archives de connaissances en chimie géopolymère dans l'Europe du XIXe siècle. Rien. Zéro. Puis, soudainement, dans les années 1850, apparaissent des formules de béton romain antique dans la littérature. Sans phase de développement expérimental, sans tâtonnement, sans échec documenté.
Et cette technologie est immédiatement abandonnée dans les années 1890. Le béton géopolymère correspond aux descriptions de la pierre tartare dans les récits de voyage supprimés du XVIIIe siècle. La composition chimique reflète des échantillons provenant de structures tartares démantelées en Asie centrale. Cela suggère un système de matériaux de construction standardisé à l'échelle d'une civilisation. Ils ne sculptaient pas la pierre, ils coulaient la pierre. Ce qui signifie qu'ils n'étaient pas des artistes, ils étaient des opérateurs. L'enquête s'est alors déplacée vers les moules eux-mêmes. Où sont-ils? Comment ont-ils été créés? Et c'est là que quelque chose d'encore plus troublant a émergé. L'analyse suggère que les statues ont été coulées à partir de sujets vivants par un processus de moulage corporel direct. La photographie en gros plan extrême révèle des détails au niveau de l'empreinte digitale dans les textures de tissu. Des pores de peau dans les zones de chair exposées. Une séparation de brins de cheveux impossible à réaliser par sculpture manuelle. J'ai comparé ces surfaces avec des œuvres taillées à la main connues. La différence est absolue. Les œuvres taillées montrent des motifs d'outils évidents. Ces statues n'en montrent aucun. La précision anatomique inclut une cartographie microscopique des veines sous la peau de pierre. Des striations de fibres musculaires visibles sous lumière rasante. Et des asymétries faciales étrangement individualisées, suggérant des sujets uniques plutôt que des formes idéalisées. J'ai cherché des registres de fabrication de moules, des installations de coulées, de la documentation sur l'approvisionnement en matériaux, absence complète, aucune preuve d'échecs expérimentaux, aucune courbe d'apprentissage, une maîtrise soudaine apparaissant pleinement formée à travers tout le continent simultanément. Des récits historiques décrivent des cérémonies de préservation tartares impliquant des sujets devenant des monuments. L'intégration architecturale de figures à échelle humaine dans les façades de bâtiments suggère que les figures n'étaient pas de la décoration, mais des composants fonctionnels du système. Et puis j'ai trouvé la statue à Prague. Une alliance de mariage clairement visible, intégrée sous la surface de pierre, pas sculptée, intégrée, comme si quelqu'un la portait. J'ai commencé à remarquer un motif dans les archives municipales. Entre 1880 et 1920, les autorités ont systématiquement retiré, enterré ou entre gars restauré certaines statues. Les explications officielles variaient. Préoccupations structurelles, modernisation esthétique. Mais les preuves photographiques montrent un retrait ciblé de types de statues spécifiques. Les dossiers de démolition municipaux et les photographies avant-après montrent le retrait sélectif de statues présentant une texture de peau vivante, tout en préservant des remplacements ultérieurs manifestement taillés. Des photographies de stockage en sous-sol des années 1910 montrent des centaines de figures retirées, jamais retournées à l'exposition. Les statues retirées présentent systématiquement une caractéristique partagée. Une rétention de chaleur inhabituelle, documentée dans les plaintes de préservation. Des anomalies électromagnétiques près des armatures internes en cuivre et en bronze. Et des motifs de dégradation, suggérant une décomposition biologique plutôt que l'altération atmosphérique. Les ordres de retrait ont été émis sans annonce publique. Aucune étude de préservation menée malgré les motifs de conservation déclarés. Les témoignages de travailleurs décrivant des figures comme trop réalistes ont disparu des archives. Le calendrier de retrait correspond précisément aux révisions cartographiques finales effaçant Tartarie des atlas. Les figures ciblées correspondent au style vestimentaire et architecturaux tartares. Cela suggère une campagne d'effacement ciblant les preuves d'une civilisation pré-Risette. Les statues n'ont pas été retirées parce qu'elles se détérioraient. Elles ont été retirées parce qu'elles fonctionnaient encore. Et cela nous amène aux chambres scellées sous Vienne. Des espaces qui contiennent ce qui ne devrait pas exister. Des preuves que même le retrait ne pouvait pas complètement effacer. Et c'est exactement là que commence le prochain chapitre. L'enquête sur les chambres de sous-sol scellées sous les grands musées européens et les bâtiments gouvernementaux révèle le stockage de milliers de statues inappropriées, jamais cataloguées. Des figures présentant une dégradation avancée suggérant une composition organique. Des photographies d'archives divulguées provenant d'enquêtes de sous-sol des années 1950 montrent des murs de figures à échelle humaine enveloppés dans des bâches. Les marques d'inventaire officielles indiquent risque de contamination biologique. Des protocoles de manipulation en matière dangereuse pour la manipulation.
des surfaces de pierre présentant des motifs de croissance de moisissure, un lessivage de calcium cohérent avec la décomposition osseuse, des changements de pH dans l'air environnant suggérant une décomposition organique active. La pierre ne devrait pas se biodégrader. Tous les registres d'inventaire de sous-sol ont été classifiés après la Seconde Guerre mondiale. Des restrictions d'accès mises en œuvre sans explication publique. La démolition de chambres de stockage pendant les projets de modernisation des années 1960 à 1980, avec des contenus prétendument détruits, mais aucune documentation d'élimination. Les figures scellées correspondent aux éléments architecturaux des structures tartares documentées. Cela suggère que les statues n'étaient pas de l'art, mais des individus préservés, servant des rôles infrastructurels dans les systèmes d'énergie, d'eau et de résonance. Ils ne stockaient pas de l'art endommagé, ils contenaient des preuves. Des preuves que des humains avaient été intégrés dans l'architecture elle-même. L'analyse s'est étendue à l'intégration des bâtiments eux-mêmes. Les statues ne sont pas des ajouts décoratifs, elles sont des éléments structurels porteurs. Avec des armatures métalliques internes se connectant aux systèmes électriques et hydrauliques du bâtiment d'une manière qui suggère un but fonctionnel plutôt qu'esthétique. Les plans architecturaux des années 1860 à 1880 montrent des placements de statues corrélés avec le routage des tuyaux d'eau, les passages de fils de cuivre et les systèmes de mise à la terre des fondations. Des photographies de rénovation révèlent des statues intégrées dans les murs avec des conduits traversant leurs noyaux. Le placement des statues suit des motifs géométriques précis correspondant au principe de résonance harmonique. Les armatures en cuivre se connectent à des appareils de toiture maintenant disparus. Le retrait de statues est corrélé avec des problèmes électriques de bâtiments documentés dans les journaux de maintenance. Les plans originaux des systèmes électriques et hydrauliques manquent dans les archives, malgré que les extérieurs de bâtiments montrent des preuves claires de technologie de toiture retirée. Des systèmes de remplacement simplifiés installés dans les années 1890 à 1920 sans explication de la fonction du système original. L'architecture du système correspond aux descriptions de collections d'énergie atmosphérique, tartare, dans les textes supprimés. Des conducteurs en forme humaine positionnés au nœud géométrique. Cela suggère que les corps n'étaient pas enterrés, mais utilisés comme composants de systèmes bioélectriques. Les statues ne soutenaient pas les bâtiments, elles les alimentaient, ce qui signifie que les bâtiments n'étaient pas du tout des bâtiments. L'examen de la fonction des bâtiments révèle que les structures n'étaient pas à l'origine des bureaux gouvernementaux ou des musées. Les systèmes de ventilation, les canaux d'eau et l'acoustique architecturale suggèrent des installations de génération et de distribution d'énergie à échelle massive réutilisées après un reset de civilisation. Les photographies originales des années 1850 à 1870 montrent des bâtiments avec des appareils de toiture, officiellement des éléments décoratifs, retirés plus tard. Des canaux d'eau de sous-sol remplis de béton pendant la modernisation. Des chambres acoustiques scellées et converties en stockage. Les bâtiments présentent une géométrie de focalisation du son, nécessitant une compréhension mathématique au-delà de la capacité documentée du XIXe siècle. Des profondeurs de fondation inutiles pour le support structurel suggèrent un couplage au sol pour l'extraction d'énergie. Une composition matérielle, pierre à haute teneur en quartz, optimale pour les propriétés piézoélectriques. Les déclarations d'objectifs architectural originales ont disparu. Les cérémonies de dédicace décrivent des fonctions d'énergie et d'illumination sans expliquer la technologie. Conversion soudaine à des usages conventionnels dans les années 1880 à 1900 sans documentation de transition. Les fonctions de bâtiments correspondent aux descriptions de stations d'énergie atmosphérique, tartare. Des systèmes d'énergie intégrés au statut cohérents avec les théories bioélectriques. Cela suggère une infrastructure héritée, réutilisée après la perte de connaissances. Nous ne marchions pas à travers des musées. Nous marchions à travers les ruines de centrales électriques. Et les statues étaient les batteries. L'enquête découvre un motif de nouveaux sculpteurs émergeant dans les années 1850 à 1880 qui redécouvraient des techniques anciennes. Mais leurs œuvres montrent des marques d'outils évidentes, des surfaces imparfaites et manquent les qualités impossibles des statues antérieures. Ils copiaient quelque chose qu'ils ne comprenaient pas.
Des comparaisons photographiques côte à côte montrent des statues d'avant 1850, aucune marque d'outil, surface parfaite, contre des œuvres post-1860, marques de ciseaux visibles, texture rugueuse, imperfections anatomiques. Des photographies de studio montrent des sculpteurs tentant de recréer des finitions lisses avec un équipement de polissage moderne évident. Les sculpteurs post-1860 utilisant le polissage au diamant, la gravure à l'acide et l'équipement industriel sont toujours incapables de reproduire la qualité de surface d'avant 1850. Frustration documentée dans les journaux de sculpteurs sur l'impossibilité d'égaler les anciens maîtres. Acceptation soudaine que « assez bon » remplace la poursuite de la qualité originale. Tous les registres de la manière dont la qualité d'avant 1850 a été atteinte ont disparu simultanément. Les techniques de maîtres sculpteurs décrites en termes vagues, patience, compétence, sans méthodologie réelle. Les ateliers originaux démolis ou rénovés sans investigation archéologique. Le déclin de qualité coïncide avec l'effacement cartographique de la Tartarie. Cela suggère que les sculpteurs ultérieurs ne continuaient pas une tradition, mais imitaient sans comprendre une technologie perdue qu'ils avaient observée, mais ne pouvaient pas comprendre. La sculpture moderne devient l'imitation d'une excellence héritée. Ils n'étaient pas des maîtres redécouvrant des techniques anciennes. Ils étaient des étudiants copiant un devoir qu'ils ne comprenaient pas. Avant d'aller plus loin, si vous êtes encore là, si vous ressentez cette même étincelle que j'ai ressentie en commençant cette enquête, faites-moi une petite faveur. Appuyez sur le bouton « J'aime » maintenant. Pas pour l'algorithme, mais parce que cela me dit que vous êtes l'une des rares personnes qui veulent vraiment la vérité. L'une des rares qui voit ce qui est caché entre les lignes. Et la preuve est dans ce qu'ils ont essayé de cacher sous terre. Une enquête approfondie sur les registres d'excavation urbaine révèle l'enterrement systématique de statues problématiques pendant les projets d'infrastructure des années 1890 à 1930. Des témoignages de travailleurs décrivant des figures trop parfaites et troublantes étant discrètement enterrées plutôt que préservées. Les photographies d'excavation municipale montrent des fragments de statues dans des tranchées de services publics avec des ordres d'enterrement imposant l'encapsulation immédiate en béton. Des entrées de journal de travailleurs décrivant des qualités réalistes et des superviseurs ordonnant le silence. Le radar de pénétration du sol moderne montre des dizaines de figures intactes sous les rues de la ville. Les statues enterrées ne montrant aucune dégradation malgré un siècle sous terre, dans un sol riche en humidité. Des signatures électromagnétiques suggérant des noyaux métalliques actifs. Des anomalies acoustiques près des sites d'enterrement suggérant une résonance continue. Les cartes d'excavation altérées pour retirer les emplacements de statues. Les ordres d'enterrement émis verbalement sans registre écrit. Les travailleurs de services publics modernes signalant des découvertes et recevant l'instruction de ne pas enquêter davantage et de réacheminer l'infrastructure. Le motif d'enterrement suit les lignes telluriques et les motifs de grilles géométriques associés au réseau de distribution d'énergie tartare. Cela suggère le démantèlement systématique de composants de systèmes visibles, tout en laissant l'infrastructure de réseau souterraine intacte. Ils ne les ont pas enterrées parce qu'elles étaient cassées. Ils les ont enterrées parce qu'elles fonctionnaient encore, résonnant encore connectées à quelque chose sous nos pieds. L'analyse s'étend à un motif global. Des innovations sculpturales identiques apparaissant simultanément à travers les continents, Europe, Amérique, Asie, sans échange culturel documenté. Cela suggère un système mondial plutôt que des mouvements artistiques indépendants. L'analyse photographique comparative montre une composition géopolymère identique, une qualité de surface et une précision anatomique dans les statues de Vienne, Washington DC et Saint-Pétersbourg. Toutes datées des années 1850 à 1870, toutes attribuées à des maîtres locaux, toutes présentant les mêmes qualités impossibles. Aucune documentation de transfert de technologie malgré des résultats identiques. Les mêmes motifs d'armature interne à travers les cultures. Des signatures électromagnétiques identiques suggérant un processus de fabrication et de coulée standardisé nécessitant une coordination mondiale. La correspondance internationale entre sculpteurs inexistante malgré l'uniformité stylistique. Les registres d'approvisionnement en matériaux montrant des carrières locales produisant de la pierre que l'analyse chimique prouve provenir de sources centralisées. Des innovations simultanées dans des cultures sans contact.
La distribution mondiale correspond à l'étendue territoriale tartare sur les cartes d'avant 1850. Cela suggère une civilisation unique opérant un système d'infrastructures coordonné dans le monde entier. La fragmentation post-Riset en école nationale obscurcit l'origine unifiée. Ce n'était pas un développement parallèle, c'était l'opération simultanée d'un système unique. Un système qui s'étendait sur le monde entier. L'enquête sur les efforts de conservation moderne révèle l'évitement délibéré de l'analyse scientifique sur les statues d'avant 1850. Les demandes de datation au carbone, de tests de composition matérielle et de balayage interne sont systématiquement refusées ou les résultats sont plastifiés. Des rapports de conservation divulgués montrant des découvertes inhabituelles, composés organiques dans la pierre, lecture électromagnétique inexpliquée, variation de température centrale, avec des investigations de suivi annulées. Des lettres de refus à des chercheurs demandant l'accès citant des préoccupations de préservation, malgré l'autorisation d'accès à des œuvres manifestement plus fragiles. Les statues présentant des propriétés impossibles pour de la pierre taillée, rétention thermique, conductivité électrique, résonance acoustique, documentées dans des études préliminaires, puis supprimées. La technologie d'analyse moderne capable de prouver définitivement la composition géopolymère/organique, délibérément non appliquée. Les études scientifiques antérieures des années 1920 à 1960, référencées en notes de bas de page, mais les documents originaux manquent dans les archives. Les subventions de recherche pour l'analyse de statues systématiquement refusées, tandis que le financement afflue vers l'histoire de l'art conventionnel. Les politiques muséales restreignant l'examen invasif ou technologique, mises en œuvre sans explication. Le motif de suppression suggère une connaissance institutionnelle des véritables origines. La protection de la chronologie dominante nécessite d'empêcher la preuve définitive de la technologie pré-industrielle avancée. Cela implique une campagne d'effacement continue s'étendant jusqu'à nos jours. Il ne protège pas les statues, il protège l'histoire. L'histoire selon laquelle nous avons tout inventé nous-mêmes. Le moment est venu de synthétiser les preuves dans un cadre complet. Les statues d'avant 1850 étaient des composants de systèmes bioélectriques dans l'infrastructure énergétique mondiale tartare. Créés par un processus de coulée géopolymère impliquant possiblement des sujets vivants, systématiquement retirés et enterrés post-Riset pour effacer les preuves de technologie héritées. Un montage visuel chronologique se forme. Les cartes d'avant 1850 avec Tartarie, les photographies de statues impossibles intégrées dans les systèmes de bâtiments, la documentation de retrait et d'enterrement, les révisions cartographiques effaçant Tartarie, les répliques modernes échouant à égaler la qualité, les chambres scellées et les figures enterrées, un système cohérent entier, chimie géopolymère, intégration bioélectrique, architecture de résonance géométrique, coordination mondiale, disparaissant en une seule génération sans documentation, laissant seulement des imitations cargo-cultes et des démentis officiels. Le motif ultime, effacement mondial simultané des connaissances de fabrication, de la compréhension de la fonction du système et de la reconnaissance historique. Remplacé par un récit de développement artistique progressif que les preuves physiques contredisent à chaque niveau. Le cadre explicatif complet. Tartarie comme civilisation prédécesseur avancée, opérant un système de technologie intégré. Riset catastrophique causant la perte de connaissances. Survivants réutilisant et copiant sans comprendre. Effacement institutionnel protégeant la chronologie dominante. Ce n'était pas perdu, c'était pris. Délibérément, systématiquement, mondialement. Et cela nous amène à ce qui est encore là-bas, encore scellé, encore en attente sous les musées et les bâtiments gouvernementaux. Des espaces que nous traversons chaque jour sans savoir ce qu'ils contiennent vraiment. Et c'est exactement là que commence le dernier chapitre. Des photographies modernes de rues de ville avec des superpositions radars de pénétration du sol montrent des figures enterrées intactes. Des sous-sols de musées avec des panneaux « accès restreint ». Des bâtiments gouvernementaux avec des sous-sous-sols scellés.
des éléments architecturaux manifestement réutilisés de fonctions originales. La civilisation actuelle ne peut pas reproduire la qualité de surface du 19e siècle, ne peut pas expliquer l'intégration du système de bâtiment, ne peut pas reproduire les formules géopolymères, ne peut pas atteindre la coordination mondiale. Cela suggère une dégradation plutôt qu'un progrès. L'absence finale. Aucune curiosité institutionnelle sur les impossibilités, aucune investigation officielle sur les contradictions, aucune reconnaissance dominante du motif. Cela suggère une ignorance volontaire ou une suppression délibérée s'étendant jusqu'au présent. C'était Tartarie, pas une théorie, pas une spéculation. Une civilisation mondiale opérant des systèmes de technologie intégrés que nous avons hérités, réutilisés et oubliés. Un système à l'intérieur duquel nous vivons encore, devant lequel nous passons encore, sur lequel nous nous tenons encore, dégradés, déconnectés, niés. Les statues ne sont pas des sculptures, elles sont des preuves de ce que nous étions, de ce que nous avons oublié, de ce qu'on nous a enseigné n'avoir jamais existé. Et elles sont encore là-bas, encore intégrées dans les bâtiments où nous travaillons chaque jour, encore chaudes au toucher, pulsant encore comme une peau vivante. Qu'est-ce qui se trouve encore en dessous? Quels autres systèmes sont encore opérationnels, attendant d'être reconnectés? Qu'avons-nous d'autres hérités qu'on nous a dit avoir inventés? L'enquête ne se termine pas ici. Elle ne le peut pas. Parce que chaque ville est un cimetière. Et chaque sous-sol contient des réponses. Il suffit de savoir où chercher et quelles questions poser.